Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur la route de la soie tourangelle. On l'a un peu oublié, pourtant à partir de la Renaissance et pendant 2 siècles, Tours a été la capitale de la soie. L'entreprise Jean Rose est l'une des plus anciennes et c'est cette histoire qu'on vous raconte aujourd'hui. Nous avons 12 générations d'écart, enfin lui étant le numéro 1 et moi le numéro 12. C'est quelqu'un qui compte. Alors dans cette boîte, qui est une boîte d'archives, nous conservons ces échantillons de soie qui proviennent encore une fois des manufactures de Tours. Ce roi Louis XI, en fait, c'est ce roi qui, dans cet esprit de confort, de luxe, de prestige, va demander à des grands artisans italiens de s'installer ici en Touraine, spécialement à Tours, et de créer cet artisanat extrêmement précieux de la soie en Touraine. Après 1470 et pendant plus de 2 siècles, Tours fut en effet la capitale de la soie. Des noms de rues gravés aux traces laissées sur le bâti, la belle Tourangelle garde gravées les marques de cette activité. Aujourd'hui encore, la soierie Jean Rose reste une des plus anciennes soieries de France. Au décès de son père, il y a près de 30 ans, Antoinette, 12e génération de soyeux roses, a pris la succession. Elle baigne dedans depuis toujours. Enfant, elle gagnait déjà son argent de poche en faisant du bobinage dans l'entreprise familiale. Nos grands-mères tricotaient, nos mamans peut-être aussi, et on voit bien la difficulté, ne serait-ce que de tricoter à un seul fil. Et la soie, c'est un fil très fin, et on travaille sur un métier, comme vous avez pu voir, avec 15 000 fils. Donc tout le savoir-faire est comment manipuler 15 000 fils en même temps, compte tenu du fait qu'ils sont fragiles, qu'il ne faut pas qu'ils se cassent et qu'ils s'entremêlent. Enfin bon, le savoir-faire, il est là. Et après, comment on fait l'étoffe, comment on entrecroise les fils pour obtenir des dessins. Pour qui travaillez-vous? Qui sont vos clients? Mon client, le profil type, c'est un professionnel. Mon client est un professionnel, principalement décorateur, éventuellement tapissier, mais ça veut dire que le tapissier fait le rôle conseil à son client pour le décor. Et c'est un peu une frustration du métier, c'est qu'on voit le tissu à plat, en rouleau, mais c'est très rare qu'on ait l'occasion de le voir in situ et j'ai envie de dire mis en scène. J'aime bien cette expression. Mais pour remonter le fil de l'histoire, il faut quitter Tours, direction Amboise, toute proche. C'est ici que tout a commencé, avec le décret de 1470 et l'installation d'une manufacture d'étoffes de soie. Bonjour Sylvie, bienvenue. Merci. Alors quand on déroule le fil de la soie à Tours, Oui. on arrive à Amboise. On arrive à Amboise, mais pas par hasard. En fait, nous remontons dans le temps et nous nous retrouvons au milieu du XVe siècle avec une grande figure historique de la Touraine qui est le roi Louis XI. Et ce roi Louis XI, en fait, c'est un de ces acteurs du changement en Touraine et de l'émergence de cette notion extrêmement large de Renaissance. Et cette Renaissance, c'est donc une période où il y a un raffinement, il y a un culte du luxe qui commence à apparaître à la cour de France et dont est support Amboise. Et c'est ce roi qui, dans cet esprit de confort, de luxe, de prestige et donc d'affirmation du pouvoir royal, va demander à des grands artisans italiens de s'installer ici en Touraine, spécialement à Tours, et de créer cet artisanat extrêmement précieux de la soie en Touraine. Pourquoi est-il allé en Italie à chercher ses artisans et savoir-faire? Alors, le savoir-faire était très développé dans la péninsule italienne parce qu'il y avait toutes ces cours italiennes qui avaient développé au Quattrocento, c'est-à-dire notre XVe siècle, un raffinement extrêmement important. Et le roi Louis XI, qui bien sûr est soucieux du prestige de la monarchie française, de la France, en même temps souhaite développer des activités industrielles proprement françaises. C'est presque du nationalisme économique que développe le roi.
Est-ce que la Touraine possédait des atouts qui permettaient de mener à bien cette envie artistique et artisanale, hein? L'atout principal, c'est la présence de ceux qui peuvent acheter de la soie. C'est-à-dire qu'à la faveur de la présence de la cour en Val-de-Loire, tous les puissants du royaume sont ici en Val-de-Loire et sont ceux-mêmes qui font construire ou réaménager leur château. Donc il y a tout l'argent qui va faire que cette industrie du luxe va pouvoir se développer. Ah, la soie, c'est aussi la passion de Jean-Louis Babou. Issu d'une lignée tourangelle qui donna une sainte et 2 maîtresses royales, cet artisan d'art est l'un des quelques 10 tapissiers français à travailler comme sous l'Ancien Régime. Nous l'avons rencontré, où ? Au château de Villandry. C'est Douaval de l'Or. Né dans la soie, il la sublime depuis 40 ans. Ayant œuvré pour Grâce de Monaco, Faradiba et les Rothschild, Jean-Louis Babou exerce son art de maison noble en château. Je suis un tapissier de l'Ancien Régime, oui. C'est vrai en plus, parce que je travaille comme on travaillait à cette époque-là. Je suis à la recherche de ce que l'on faisait. J'ai même recherché des matières premières à faire fabriquer pour retravailler comme au XVIIe, au XVIIIe. À Villandry, il est chez lui, pour du sur-mesure, fait main et à pleine bouche. La bouche est ma troisième main. On a toujours besoin. On s'en sert tout le temps, voilà. Il m'est arrivé dans la vallée 1, lorsque j'étais en apprentissage. Il était 11h, j'avais faim, une petite boule de mie de pain, et puis ça s'est réglé comme ça, voilà. J'ai commencé par faire une chambre de bonne et une chambre de nurse. Et puis après ça, on m'a appelé pour la chambre de Jérôme Bonaparte, qui était propriétaire. C'était un guerrier, et il fallait lui faire une chambre de guerrier. Après ça, on m'a appelé pour le salon hispanémoresque, avec son plafond étonnant, du 15e, magnifique. Tout est polychromé, doré, superbe. De la passion et de la patience. Et s'il faut du temps, tant pis. C'est un luxe de prendre le temps. Et puis c'est du plaisir aussi. Mal faire, ce serait pas agréable de faire un métier, de le faire moche, de le faire pas bien. Quel intérêt ça a? On leur laisse. Il y a des gens qui portent le même nom de métier, mais qui le font autrement. Cet homme-là de l'étoffe, transmetteur d'histoire, Jean-Louis Babou est aussi un metteur en scène du beau. Ah bah oui, je peux le dire, je le dis. Que le beau, c'est l'oxygène. On ne peut pas vivre sans oxygène. Et moi, je dois dire que j'ai toujours vécu dans le luxe. J'ai connu le luxe, mais sans argent. Hein. Mais je ne peux pas vivre dans un décor triste. C'est pas possible. Je m'assois, je pleure. Retour dans les rues Tourangelle, accompagné d'Antoinette qui connaît parfaitement ces fines artères pleines des traces de cette activité familiale. C'est dans la vieille ville, au travers des noms de rues par exemple, que l'histoire se raconte, une histoire dont Antoinette raffole. Le cœur du quartier soyeux, c'est le cœur du Vieux-Tour, c'est la place Plumereau, avec l'église Saint-Pierre-le-Puellier, qui était l'adresse de nombreux soyeux. À chaque personne, on affectait sa paroisse pour savoir où il habitait. Donc Saint-Pierre-le-Puellier était une paroisse importante avec Saint-Saturnin. Et puis comme symbolique en fait, de ce quartier-là, reste le mûrier, un petit clin d'œil qui reste encore aujourd'hui sur cette histoire. Et comment se fait-il qu'on n'ait pas eu d'élevage de verre à soie, par exemple, en Touraine? Si, on a eu beaucoup d'élevage de verre à soie, mais la qualité de la soie qu'on obtenait en Touraine, sans doute liée à des questions de climat, n'était pas optimale par rapport au travail qu'on faisait ici en soierie. Par contre, on le revendait, notamment sur Paris, où il y avait de la passementerie, qui utilisait des fils avec moins d'exigence par rapport aux produits qu'ils fabriquaient. Il y avait des mûriers plantés absolument sur toute la Touraine, dans les îles de la Loire, partout. Aujourd'hui, là où il y a du vignoble, il y avait des mûriers.
À travers la ville, on se rend compte dans différents bâtiments cet impact qu'a pu avoir la soierie sur la ville. Ici, par exemple, à la CCI, qu'est-ce qu'on retrouve comme trace? Alors ici, on a une pièce très intéressante qui date du 19e siècle au niveau du décor, mais qui reprend les activités du 18e siècle dans tous les panneaux. Et notamment, on a celui-ci qui relate la soierie, mais la soierie au niveau du tissu fini et le commerce des soies. C'est un témoignage qui veut dire que cette activité avait vraiment toute sa part jusqu'au début du 19e siècle inclus. Il y avait vraiment une volonté de faire redémarrer l'activité après la période révolutionnaire, qui a été effectivement complètement dramatique. Et donc jusqu'à 1850, la soie était souvent évoquée et ma famille était très impliquée. Et c'est mon aïeul qui a été le premier président de la Chambre de commerce, qui prouve bien que c'était quand même quelque chose de très présent. Tout de suite, on pousse la porte du musée des Beaux-Arts de Tours, où sont conservées des pièces rares de tapisserie et de soierie. Sophie Jouin-Lambert en est spécialiste. C'est aussi au musée qu'Antoinette vient souvent saluer son aïeul, fondateur de la dynastie Jean-Baptiste Rosemoussard. Nous avons 12 générations d'écart, enfin lui étant le numéro 1 et moi le numéro 12. C'est quelqu'un qui compte. Ça a du sens pour vous de venir régulièrement? Ah ben moi j'aime bien, chaque fois que je viens au musée, je viens lui dire bonjour, mais ça c'est plutôt un petit clin d'œil amusé. Faisons connaissance avec l'ensemble Dulce Mémoire qui se consacre depuis plus de 25 ans à la musique Renaissance. Sa dernière création rend hommage à François Ier avec Les Magnificences. Un vrai tableau historique car une fois encore, les artistes ont eu à cœur de rester le plus fidèle possible à la réalité de l'époque. Antoinette Rose leur est venue en aide en leur offrant plusieurs dizaines de métrages de précieuses soieries. Stop! Les instrumentistes avant, est-ce que vous pourriez remonter un petit pas, s'il vous plaît? Voilà, très bien, là c'est mieux. On enchaîne. Les Magnificences, c'était des fêtes de cour qui avaient pour objectif de montrer quelle était la puissance royale. Donc le roi, dans sa fonction, avait pour nécessité d'organiser des fêtes qui puissent montrer à quel point il était riche et influent. François Ier était un roi important par rapport à cette notion de magnificence parce qu'il a lui-même participé. C'était un roi danseur, un des premiers rois qui ait dansé. C'est une création très originale pour Doucement, même bien qu'on ait fait des choses tout à fait extravagantes, puisqu'on a fait des créations avec des Taïwanais, avec des Turcs, on a fait toutes sortes de choses à Doucement. Mais là, c'était vraiment un vrai défi de reconstituer quelque chose que personne vraiment au monde n'a jamais reconstitué de magnificence. C'est la première fois. Il fallait que ce soit beau, donc il fallait mettre beaucoup vraiment d'énergie sur les costumes, et qui en effet sont des costumes François Ier, vraiment François Ier, et surtout ils sont en soie, puisque l'entreprise Jean Rose nous a passé des mètres et des mètres de soie pour confectionner ces tissus. Courage. Voilà. Les robes de la chanteuse et des danseuses, je ne sais pas comment ça pèse, mais c'est vraiment très lourd. Avec les soies, il y a plusieurs épaisseurs. Jusqu'au bout du truc, quoi. On suit le costume, et puis voilà, on l'accompagne quand le danseur, le chanteur, le comédien le porte. Voilà. Comme on n'est pas sur scène, on compense. Les tissus haute couture, tout ce qu'on a là. Donc c'est des tissus d'une extrême qualité, d'une très très grande qualité. D'ailleurs, aussi bien le costumier qui travaille beaucoup pour des opéras en France et à l'étranger que l'atelier de fabrication était estomaqué de voir la qualité des tissus. Et c'est vrai que sur le plateau, là, pour le coup, on voit la différence avec d'autres types de tissus qu'on aurait pu avoir. La qualité du spectacle doit beaucoup à la qualité de ces tissus, c'est sûr. Les premiers qui sont marqués par les costumes, c'est les danseurs, parce que tout d'un coup, les femmes ont des robes énormes, donc ça change beaucoup évidemment la technique de danse. Les garçons sont très corsetés aussi, donc évidemment on se retrouve exactement dans les conditions mêmes de la danse au XVIe siècle. Donc pour eux, ça a été vraiment énorme l'adaptation.
Et pour nous aussi, parce qu'évidemment on joue des instruments, on lève beaucoup les bras, donc on avait des manches, tout ça, au début ça gêne et ensuite ça aide en fait. Parce que tout à coup on se retrouve exactement dans la peau des musiciens du XVIe siècle. Retour au musée, autour de l'importante collection de soieries et de tapisseries de Tours, dont Sophie Join-Lambert est spécialiste absolue. Là, on est dans le salon rouge, qui est le salon Régence. Et c'est une époque, en fait, où, dans l'art décoratif, on avait une prédilection pour des couleurs un peu fortes, chaudes. Donc, par exemple, le rouge, comme c'est le cas ici, un rouge champ. Voilà, donc ici, on avait demandé donc, à l'entreprise Rose de réfléchir à la réfection en fait, de cette salle, de ce salon Régence, sachant que dans cette salle sont présentées uniquement donc, des œuvres qui datent de cette période, des tableaux, des meubles. Donc il fallait encore une fois que la soierie réponde à cela. Que racontent les motifs Alors là, on a des motifs un peu lourds, un peu chargés, avec des motifs de fleurs. Mais qui sont des feuilles d'acanthe un peu, non? Des feuilles d'acanthe, bien sûr, des feuilles très lourdes. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ces feuilles d'acanthe, on les retrouve également, par exemple, dans l'art mobilier. Donc encore une fois, là, c'est un art qui se répond. Rien n'est fait au hasard. Et ça, c'est très important, parce que mine de rien, je crois que les visiteurs voient tout de suite qu'il y a une harmonie. Et s'il y a une harmonie, justement, c'est parce que ça fonctionne bien, en fait. Chaque salon correspond à une période clé du XVIIIe. Le salon rouge est un salon Régence, le salon dans lequel nous sommes, salon Louis XV. Donc pour ce salon, par exemple, il fallait trouver une couleur harmonieuse, typique en fait du règne du roi Louis XV, et des motifs également typiques de cette époque. Et donc ensemble, avec la manufacture des Trois Tours qui a réalisé cette pièce de soie, on a donc choisi ce motif de chinoiserie, ce petit chinois là, qui est sur cette branche d'arbre et qui tient un oiseau dans la main. C'était très en vogue à l'époque. Très en vogue, les chinoiseries étaient terriblement à la mode. Enfin, on aimait, en gros, je dirais, tout ce qui était exotique. Alors ça pouvait être les turqueries, par exemple, c'est ce qu'on voit par exemple dans les pièces de Molière. Bon, tout ça était un peu mêlé, il n'y a pas vraiment d'exactitude historique, mais c'est vrai que tout ce qui était exotique plaisait énormément. Au-delà des chinoiseries, est-ce qu'il y a des marqueurs sur ces tapisseries qui nous indiquent effectivement une espèce de datation de ces ouvrages Oui, bien sûr, en fait, les motifs même. Vous regardez ici, par exemple, on voit ces sortes de guirlandes de fleurs, comme ça, qui se répondent les unes les autres, ces feuillages comme cela, qui forment comme une forme un peu losangée. Ça, c'est tout à fait typique également du règne de Louis XV. Avant toute chose, il nous faut enfiler des gants de tissu pour manipuler les quelques 600 dessins et mises en carte et autant d'échantillons de soieries tourangelles. Ici, nous avons la chance d'avoir effectivement ces dessins, qui sont des dessins qui ont été réalisés probablement à Tours, à l'école de dessin, qui a été créée en 1778 par le premier conservateur du musée, qui était Charles-Antoine Rougeot, et certainement d'ailleurs à la demande des soyeux. Ça, c'était leur modèle. Exactement, donc c'était très 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 important, parce qu'évidemment, il fallait que les soyeux puissent se renouveler, en fait. Donc c'était réalisé à la gouache. Et les couleurs, bien sûr, étaient a priori celles que l'on devait ensuite retrouver sur le tissu. Alors, dans cette boîte, qui est une boîte d'archives, nous conservons ces échantillons de soie qui proviennent, encore une fois, des manufactures de Tours. Ils sont inscrits à un patrimoine quelconque? Tout est inventorié. Tout est inventorié, Tout est inventorié avec un numéro d'inventaire qui est ici. Et ici, par exemple, c'est un damas. De style Louis XIV, mais qui a été copié au XIXe et qui a été donné par l'entreprise Rose en 1932. Est-ce qu'on peut imaginer que les couleurs telles qu'on les voit aujourd'hui sont les couleurs d'origine? Celles-ci, oui. Celles-ci sont des copies en fait, de motifs anciens, mais datent du XIXe et XXe siècle. Donc elles n'ont pas eu le temps en fait, d'être altérées, ni par la lumière, ni par des différences d'hygrométrie ou autres. Je vais vous prendre un mètre de chaque. Donc ça peut me servir l'année prochaine. Direction Azel-Rideau, à 2 pas du château, qui accueille lui aussi des soieries roses.
Batiste, coton, liberty, jersey, tulle ou lin, on ne trouve que de très beaux tissus chez Théophile. Nancy Keffel, la créatrice de cette boutique, a su créer autour d'elle un univers quasi gourmand, où en plus on peut apprendre à coudre, à broder, voire à tricoter. Je vous le pose au comptoir là-bas? Oui, d'accord. Ça, c'est joli. Vous pouvez les prendre, hein. Vous prenez, vous regardez. Il n'y a pas de souci. C'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. Mais le bleu ciel est très joli aussi. Je pense que le début de l'histoire, ce sont mes origines. Je suis née aux États-Unis, dans une famille de femmes. Il y avait ma grand-mère était l'aînée de 6 filles et elle faisait toutes du patchwork et de la couture. Et puis ma mère, qui est française, elle a toujours cousu. Elle faisait tous ses vêtements, elle nous tricotait tous mes pulls. Enfin, j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Et puis moi-même, quand j'ai été maman, je suis maman de 5 enfants. J'ai 4 filles et un garçon. Et tout naturellement, quand ils sont nés, j'ai appris tout ça. Tous ceux que je sélectionne pour la boutique, que ce soit des Japonais qui reprennent des motifs à nous, des reproductions d'anciens, je les aime vraiment beaucoup. C'est adorable. Ça me fait penser à Martine, les albums Martine. Souvent, ils reprennent des textes. Vous voyez, il y a une recette là, mais parfois ça ne veut rien dire. Comme ils ne comprennent pas le français, ils écrivent des choses qui ne veulent rien dire. Mais c'est du français, donc ils sont contents. À l'étage, il y a des ateliers qui sont animés en majorité par des intervenantes. J'ai voulu créer un petit cocon convivial où les personnes qui ont envie de créer et de faire des choses avec leurs mains viennent. Pas simplement avoir le côté commerce, mais vraiment avoir du partage, des échanges d'idées, avoir de la vie. Alors vas-y. Eh bien, Faustine, elle a terminé. Oh, elle a déjà terminé. J'ai pas pu la rattraper. C'est pas une course. Il faut faire les choses bien. Vas-y, donne. Les petites filles, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les enfants. Beaucoup, beaucoup. Et transmettre aux enfants, même les plus jeunes, c'est vraiment un plaisir pour moi. Voilà. Elles sont attentives, elles sont curieuses. C'est une espèce de continuité, quelque chose qui se continue, qui se perpétue. Parce que je pense que moi-même, on m'a transmis les choses et qu'à mon tour, j'ai envie de transmettre quelque chose aux enfants. Elle est gentille, c'est avec toi. J'espère qu'elle va être gentille avec moi, cette copine. Nous repassons par Tours, cité de la soie, où l'on retrouve Antoinette qui rêve d'un musée dédié. Un lieu qui pourrait accueillir les objets et les collections d'étoffes collectées par son association. Un écrin pour rappeler combien l'industrie textile, et précisément la soierie, a pu être importante pour Tours. Car aujourd'hui, tout est stocké un peu partout et un peu comme perdu, trop loin des regards du public. C'est le rêve de l'association que j'ai l'honneur de présider actuellement, qui s'appelle Tours Cité de la Soie, c'est de remettre cette connaissance, puisqu'elle est livresque et dans les archives, donc à la population de la ville de Tours, qui est très sensible, qui est très fière même, je dirais, d'avoir cette activité dans son histoire, qui est très rare. C'est quelque chose qui a du sens pour vous? C'est quelque chose qui a du sens pour tous les Tourangeaux, je pense.
Et pour tous ceux qui aiment travailler dans ce secteur, qui, au-delà de la soie, elle travaille des métiers d'art, des beaux produits, des beaux matériaux. Bon, la soie, évidemment, elle est rare, donc c'est un peu un fer de lance, mais pour moi, je le vis comme ça. C'est un fer de lance par rapport à toute l'activité des artisans d'art qui ont construit les châteaux de la Loire. On a la même histoire. Pourquoi les châteaux de la Loire sont ici et pourquoi la soie est ici? C'est parce que le roi était ici. Donc il y a une grande cohérence de réunir tous ces gens qui ont construit le Val-de-Loire. Et la soie peut être le porte-drapeau en soie. Voilà, c'est en bord de Loire qu'on se quitte. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. De l'aménagement, de cette notion de confort. Et on continue, on arrête. Alors nous, on comprend rien, on connaît aucun mot. La première envergure, en fait, c'est l'envergure pour aller. C'est quoi une envergure? Alors, c'est quoi une envergure?